Oui, merci. Je vous présente l'évaluation musculaire isocinétique du tronc chez les patientes scoliotiques adultes et une comparaison à une population témoin. Travail qui a été fait au centre des massues. L'objectif de l'étude, c'est d'évaluer les différences dans les paramètres isocinétiques entre une population adulte scoliotique et les sujets asymptomatiques. Évaluer la force musculaire des fléchisseurs et des extenseurs du rachis à 30 et à 80 degrés par seconde. Analyser le rôle du type et de la sévérité de la scoliose sur les paramètres isocinétiques. Donc pour cela, on a une cohorte de scoliose non douloureuse issue de la consultation de suivi ou primo-consultante. Ce sont que des femmes, il y a 114 femmes. Et le groupe contrôle sont des femmes asymptomatiques, pas de déformation, pas de douleur, travaillant au centre des massues, on en a 42. On fait donc l'évaluation sur machine Contrex avec évaluation de la force maximale au niveau des fléchisseurs, des extenseurs à 30 et à 80 degrés en vitesse angulaire. Quand on compare ces paramètres entre les deux populations, on remarque que la force moyenne en flexion et en extension est significativement plus faible chez le groupe scoliose à 30 et à 80 degrés par seconde, que les déficits sur les fléchisseurs et sur les extenseurs sont assez similaires, à la différence de ce qu'on avait vu chez les enfants tout à l'heure, où les déficits sont plus marqués sur les extenseurs. Alors l'influence de la sévérité de l'angle, n'importe de l'angle, on a deux populations, une population inférieure à 30 degrés qui est de 43 femmes, une population supérieure à 30 degrés de 71 femmes, à peu près du même âge, et donc on a pu les comparer, et il n'y a pas de différence significative entre ces deux populations de scoliose inférieure à 30 degrés et supérieure à 30 degrés, bien qu'on note que les scolioses supérieures à 30 degrés soient plus faibles. Les scolioses, quand on les compare, ces deux groupes, à notre population témoin, eh bien les scolioses supérieures à 30 degrés ont des paramètres de force qui sont significativement plus faibles que les témoins. Enfin, pour les scolioses inférieures à 30 degrés, seule la force des fléchisseurs à 82 degrés par seconde est significativement plus faible que les témoins. Alors l'influence du type de courbure sur le type de courbure qu'on a bien différencié entre les lombaires, les thoraciques et les thoracolombaires, les doubles majeurs. On n'a pas de différence significative des valeurs isocinétiques entre les sous-groupes. À peu près, les groupes ont à peu près les mêmes valeurs. Dans tous les cas de figure, quand on les compare à la population témoin, eh bien, dans tous les cas de figure et pour toutes les variables étudiées, la population témoin a de meilleures valeurs que tous les sous-groupes. Par contre, quand on regarde chaque sous-groupe par rapport aux témoins, eh bien, les thoracolombaires et les doubles majeurs sont significativement plus faibles comparés aux témoins pour flexion à 30 degrés et flexion à 80 degrés. Les lombaires, elles, sont significativement plus faibles pour extension 30 degrés. Si on fait la mesure isocinétique en fonction de l'angle de la scoliose avec la corrélation non paramétrique, eh bien, on ne retrouve pas de corrélation directe entre l'angle de la scoliose et les paramètres isocinétiques. Donc au total, chez l'adulte, la force musculaire isocinétique du tronc des patientes présentant une scoliose est plus faible que la force isocinétique d'une population témoin. Ce n'est pas énorme, c'est de l'ordre de 13-14%, mais c'est réel. Les courbures thoraciques et doubles majeures ont des paramètres isocinétiques diminués à flexion 30, flexion 90, alors que les lombaires sont plus faibles pour l'extension 30 comparée aux témoins. Il n'y a pas de corrélation entre l'angle de la scoliose et les paramètres isocinétiques, mais les valeurs de scoliose supérieures à 30 degrés sont plus faibles, quel que soit le mode étudié. Les déficits sont comparables entre les fléchisseurs et les extenseurs, quelle que soit la vitesse angulaire, 30 et 80 degrés chez l'adulte, à la différence des enfants où les déficits sont plus marqués sur les extenseurs. Donc la force du tronc est perturbée
lorsqu'il existe une scoliose, c'est une certitude, on peut le dire. Il est difficile de retenir la localisation et l'angulation comme impactant la baisse de cette force musculaire. Il faut faire une surveillance de cette force musculaire isocinétique au même titre que le contrôle radio et proposer des programmes de renforcement adaptés aux résultats des évaluations. Alors l'isociétisme, c'est une méthode qui est fiable d'évaluation, mais hélas, on ne peut pas dire que ce soit un outil de rééducation routinier, ni une évaluation facile à réaliser partout. Ça, comme tu l'as dit Isabelle, nécessite des centres équipés. Voilà, merci.